Alors, concernant la première table ronde, pour ce début de matinée, on va s'intéresser à comprendre qui sont ces personnes de la rue et qui est la population âgée parmi ces personnes de la rue. Et on va commencer par une première table ronde qui est consacrée à des témoignages. 4 grands témoins de l'accompagnement des personnes vivant dans la rue, avec le docteur Alain Mercuel, qui est ancien chef du pôle psychiatrie précarité au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Le docteur Xavier Emmanueli, qui est fondateur du SAMU social de Paris et du SAMU social international. Klaus Drexel, qui est scénariste, réalisateur, metteur en scène, et notamment de 2 documentaires qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Celui de 2014, Au bord du monde, et puis Les Vieux, qui est paru cette année. Et enfin, le docteur Julien Emmanueli, qui est médecin de santé publique de l'IGAS. Merci à vous. Je te laisse la parole, Martine. Donc, merci à tous. Je suis très heureuse, moi, d'être parmi vous. La précarité, c'est un sujet qui me tient à cœur et qu'on a porté depuis longtemps, que je porte depuis longtemps. Et je remercie fortement l'ARS et puis la direction de l'autonomie de m'avoir permis de travailler sur ce sujet, en particulier Isabelle Bilger, qui est là, qui était ma première directrice de l'autonomie, Stéphanie Talbot, qui est quelque part, et puis Solène, qui nous parle régulièrement, là, depuis ce matin. Et puis Stéphanie et Laure, sans elle, la journée n'aurait pas pu exister parce que c'est plein de préparation. Voilà. Donc, on va faire cette table ronde. Solène va présenter les différentes personnes qui étaient autour de moi. Et je vais tout de suite poser la question à Xavier Emmanueli. Pourquoi ce sujet de la précarité? Comment il est arrivé à ce sujet? Et puis, quelles ont été les difficultés? Parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas très porteur. Hein. Tu aurais dû dire que tu ne me faisais pas venir ici en tant que personne âgée, mais en tant que... Mais pour savoir comment est venue l'idée dans la précarité d'aller à la rencontre, d'aller vers les personnes totalement ignorées et totalement exclues. Tout commence à la prison de Fleury-Mérogis. Je suis un médecin anesthésiste, réanimateur, et j'étais avec Médecins sans frontières en Afrique. Et ce qui m'intéressait, c'est le sida, comment il se développait, et comment il se développait en Europe, en France. Et un endroit où on risquait de rencontrer des gens avec le sida, c'était à la prison. Et je me suis fait nommer comme praticien hospitalier à la prison de Fleury-Mérogis. C'est une prison de 4500 personnes, il y avait environ 2000 séropositifs. Donc c'était vraiment un problème. Et je suis rentré comme médecin-chef, ils n'en avaient jamais eu avant, médecin-chef à la prison de Fleury-Mérogis. Et là, j'ai trouvé une clientèle, moi qui suis médecin, que je n'avais jamais rencontrée. C'était des gens qui utilisaient la drogue intraveineuse, mais surtout c'était des gens qui étaient très, très exclus. C'était des pauvres, des gens qui ignoraient même leur propre corps, ils ne connaissaient pas, et ils étaient assez délabrés avec des parcours extrêmement chaotiques. J'ai appris l'exclusion, le rapport au corps, le rapport au temps, le rapport à l'espace et au code. Et c'est après avoir passé 5 ans d'études, si j'ose dire, j'ai voulu être nommé à Nanterre. Et Nanterre, c'était l'hôpital de Nanterre, l'endroit où la police amenait les clochards, les gens exclus, qu'elle ramassait dans les rues de Paris. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec la grande exclusion. C'est d'abord sur le côté médical, somatique, que je les ai rencontrés. Et voilà, je me suis dit, comme c'était la police qui les ramenait, et la police, c'est pas de l'assistance sociale, rarement, ils les ramenaient avec une certaine conviction, hein,
Et je pensais que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et j'ai voulu créer le SAMU social. Pas facile de créer quelque chose de nouveau. Et on va aller à la rencontre des gens en tant que médecin, en tant qu'assistante sociale. Mais ça a été difficile. À qui s'adresser? La ville de Paris, oui, si on veut, mais les réponses ont été négatives. En dehors de la police, avec ces dispositifs qui s'appelaient la BAPSA, Brigade d'assistance à personnes sans abri, c'était une manière de traiter la grande exclusion. Mais après, il y avait bel et bien des associations. Mais moi qui connaissais bien le SAMU, j'ai pensé qu'on pouvait faire un SAMU social. Mais on dit pourquoi on n'y a pas pensé avant? D'abord parce que aussi bien les associations que les institutions sont plutôt conservatrices. Et je m'en suis aperçu après, lorsque j'ai voulu faire quelque chose en tant que ministre, enfin secrétaire d'État, quand je me promenais auprès des institutions, la réponse qui t'a fait sourire était « Enfin, monsieur le ministre, on a toujours fait comme ça. » C'est très difficile d'amener des méthodes et des savoirs nouveaux. Il y avait des professionnels qui connaissaient bien, mais pourquoi on changerait? On peut toujours dire il faut créer des postes, il faut créer des structures, mais changer quoi? Donc c'est très difficile à faire admettre. Ce qu'a dit la directrice tout à l'heure, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire à court terme, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et puis de toute façon, comme ça n'existe pas encore, il n'y a donc pas de budget. Et puis on n'a pas fait l'expérimentation. Et voilà. Donc je fais remarquer, la première chose, c'est que quand ça ne va pas, finalement, on s'occupe de manière coercitive. Et donc, quand les sociétés ne fonctionnent pas, on envoyait d'abord la police, la BAPSA. Et on fera de force. La deuxième chose, avant que l'institution existe, c'est l'humanitaire qui se prend. C'est-à-dire que on prend des mesures locales, chacun fait son petit boulot, on essaye de faire avancer par le terrain, par l'expérience, avec des bouts de ficelle, avec des sparadraps. Et finalement, c'est en faisant qu'on démontre. Là, on est à la veille d'un très grand bouleversement. Je voulais faire remarquer que tout le monde le sent, les professionnels ne sont pas encore préparés à ce tsunami qui va arriver. À propos, j'ai créé récemment un diplôme universitaire pour les aidants. Les aidants, ça doit être un vrai métier. Sans ça, les gens ne le choisissent pas. Ils le font par défaut, parce que c'est dur, c'est pas valorisant. Donc, il faut qu'on crée ce métier d'aidant. Oui, il y a des aidants familiaux, mais les gens le font à reculons. Il y a des gens très très bien, très chouettes, mais chacun autour de nous, on a tous la connaissance et l'expérience de gens vieillissants, maltraités. En EHPAD ou à domicile, on n'a pas su les traiter correctement. Donc, former ces aidants. Former. Moi, pour la démonstration, j'ai fait à la fac Paris-Cité. Et donc, à titre expérimental, il faut donner une vraie culture. Voilà ce que j'ai rencontré et pourquoi un médecin de l'urgence se retrouve à créer la SAMU sociale. La chance que j'ai eue, à force de m'adresser à tout le monde, d'avoir rencontré le maire de Paris. À l'époque, c'était Jacques Chirac. Et il y a cru. J'ai été convaincant. J'ai dit, monsieur le maire, il y a des gens autour de nous qui sont illégitimes sur la terre. Il
qu'est-ce que vous racontez? Ben oui, ils n'intéressent personne et ils sont à l'abandon. À propos aussi, dans mon séjour comme médecin-chef à la prison, j'ai compris quelque chose. C'est que la prison a une finalité sanitaire. Il y avait plein de gens dont c'était le dernier recours d'accueil parce qu'il fallait attendre qu'ils aient commis des délits, peut-être un crime, pour être mis en prison. Et là, ils étaient soignés par le psychiatre. C'est de pire en pire. On devrait mettre une grande croix rouge sur toutes les prisons parce que c'est le dernier accueil pour des gens qui n'ont pas d'accueil et qu'il faut soigner. Et deux choses, il ne faut aussi pas attendre qu'on soit débordé. Il va y avoir un flux considérable. On le sait, qu'est-ce qu'on fait? Former les gens à l'accueil à domicile, à l'accueil en EHPAD, à ce qui va nous arriver. On ne peut pas être débordé. Et après, on trouvera des solutions coercitives. Voilà mon témoignage. Croyez-moi, j'ai traversé la ville et j'ai rencontré des gens de bonne volonté dans ce domaine. Dans ce domaine, les gens sont militants. Au contact de la souffrance, au contact de ce vieillissement, on ne peut pas faire autrement que d'avoir de la compassion et on peut faire mieux que de la consolation. Voilà quelques mots que je voulais dire. Et maintenant, c'est le SAMU international. Ben, à force de rencontrer des solutions, comme je suis un ancien de MSF, et la population que je rencontrais dans les rues des grandes capitales, qu'on ne rencontre pas encore tout à fait dans les rues de l'Occident, c'était les enfants des rues. Et les enfants des rues ont une sorte d'exclusion qui n'est pas la même du tout. Il y a un espèce de lien qui se crée. C'est une bande, un groupe, c'est une âme groupe qui arrive. Ce qui n'est pas impossible à faire pour nos exclus adultes. C'est un autre problème, mais l'exclusion, elle est évidemment universelle. L'exclusion des enfants, elle est encore plus révoltante. Voilà, le SAMU international, ben, c'était une exclusion de ville. Et nous avons eu dans 16 SAMU sociaux, Moscou, qui tourne encore, toute l'Afrique, le Pérou. Enfin bref, c'était une expérience capitale sur l'exclusion et qui remet en question toutes les structures. Il faut être inventif et il faut être en groupe. J'ai eu des camarades pour des jeux. Voilà. Merci beaucoup. Oui, il faut être inventif. Je propose qu'on fasse parler les différentes personnes autour de moi, que je donne la parole et puis qu'après on pose des questions. Monsieur Mercuel, donc docteur Mercuel, vous êtes psychiatre. Pourquoi vous êtes intéressé aux personnes de la rue? Et puis vous avez été le premier à faire de la Lévert, je crois. Le deuxième. C'est Xavier le premier. Alors, tout simplement, j'ai commencé ma carrière au CPOA, aux urgences de l'hôpital Sainte-Anne, 84. Et très rapidement, je me suis rendu compte de la difficulté de l'accueil que l'on pouvait proposer aux SDF présentant des troubles psy. Et donc, tout naturellement, je me suis engagé sur cette voie en travaillant d'abord, au bout de 10 ans d'urgence, sur un secteur qui était le 14e arrondissement, qui était assez bien doté à l'époque en moyens psychiatriques. Et voilà, je m'occupais de sillonner les rues, les commissariats et les EHPAD également du 14e. Il y en a quelques-uns. Voilà. Et puis au bout de 10 ans, je me suis dit, mais de toute façon, il faut s'occuper plus spécifiquement des SDF. Et de fait, depuis 25 ans, à partir de la rencontre notamment de Xavier, on a monté des équipes mobiles psy-précarité. Et maintenant, on est
presque 160 sur le territoire national, donc il y en a au moins une par département, et sur Paris, il y a 5 équipes mobiles psy-précarité. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de faire de l'humanitaire, alors sans aller au bout du monde, mais quand même au bord du monde, quoi. Voilà. Donc on arrive à faire de l'humanitaire à 30 mètres d'ici. Voilà. Donc je pense qu'on peut encore croire que les politiques peuvent modifier les choses, surtout quand ils vieillissent. Ouais. Donc ça va peut-être nous aider, le vieillissement et l'avancée en âge des hommes politiques. Non, je dis ça comme ça. Voilà. Et puis, ce que vous m'avez surtout dit aussi, c'est que chaque prise en charge était unique. Oui, enfin, ce que j'aime bien dire comme postulat dans le travail, c'est qu'il n'y a pas de copier-coller à la rue, et que ce qui va pour Bernard ne va pas pour Gérard, etc. Je donne très très souvent l'image des Dalton, où on voit bien que quand on essaye d'aider Avrel, qui est plutôt passif, dépendant, qui veut voir sa mère, qui pense qu'à manger, etc., on a plutôt envie de le stimuler. Et quand on voit Joey, petit, grandes oreilles, hyper kinétique, qui veut changer le monde, vous pensez à quelqu'un, mais c'est pas lui, eh bien, on a plutôt envie de le calmer, quoi. Voilà. Et donc, pour le même type de personnes à la rue, parce qu'ils sont quand même assez précaires, eh bien, on peut avoir, avec les mêmes diagnostics, même puisque c'est de la psychopathie, eh bien, on va avoir 2 actions totalement opposées. Oui. Donc je pense qu'il faut faire preuve de créativité. C'est ça qui fait l'attractivité du travail en rue, que ce soit pour les structures sociales, médico-sociales ou sanitaires. C'est vraiment de déployer toute une créativité autour des médiations notamment, et de comment trouver l'itinéraire bis de la rencontre. Merci. Klaus Drexel, donc vous avez fait 3 films sur l'exclusion, Bord du monde le premier, après ça a été au cœur du bois, et après Les Vieux. Et je voudrais savoir, on en a discuté ensemble, mais comment a grandi cette idée de faire un documentaire sur l'exclusion, sur ces grands précaires, et comment ça s'est passé sur le terrain, quoi. Ça devait pas être très facile. Alors, ah oui, je précise, en fait, la bande-annonce, malheureusement, le 22 janvier, c'était une sortie en 2014, donc le film n'est plus au cinéma, mais il est visible sur toutes les plateformes, enfin, comme n'importe quel film de cinéma, on peut le rattraper, et puis voilà, vous pouvez me contacter par Martine pour si quelqu'un veut organiser quelque chose autour de ce film. Mais l'histoire, c'est que moi, en fait, je suis cinéaste au départ, donc pas du tout... je n'étais pas du tout militant sur des causes humanitaires, etc. Je sortais d'un film de fiction qui s'appelle L'affaire de famille avec André Dussolier, Miu Miu. Je m'apprêtais à faire que des films de fiction comme ça dans cette veine-là. Mais je me disais, mais j'habite à Paris, en fait, il y a toutes ces personnes à la rue qu'on ne connaît pas. Et je me dis, à chaque fois que je vois un reportage ou un sujet en fait, sur cette thématique-là, on entend souvent les personnes qui s'occupent, qui font un travail formidable, mais qui s'occupent des personnes, mais elles-mêmes, je ne les connais pas. On n'entend pas leurs paroles. Et je me suis dit, j'avais envie de prendre de mon temps et d'aller rencontrer ces personnes, mais sans l'idée d'un film au départ. Et finalement, je me suis dit, mais mon métier, c'est quand même d'être cinéaste, donc autant faire un film de ces rencontres. Et finalement, c'est comme ça qu'est née l'idée de Au bord du monde. C'est bien la précarité, parce que finalement, ça symbolise bien la précarité, la chute de l'affiche du film. Elle est tombée, cette belle affiche, la chute des précaires. Mais oui, en fait j'ai dit à mon ami Florent Lacasse, qui est mon producteur, en fait, qui a financé le film, je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie d'aller faire un film sur les gens à la rue, en fait, sans analyse, sans commentaire, on n'entend que leurs paroles, et où chaque plan soit beau comme un tableau. Et il m'a dit, super, on y va. Et c'était une aventure en fait formidable où pendant 1 an, quasiment toutes les nuits, on allait tourner. Et l'idée, c'était vraiment de rencontrer les personnes
dans un grand calme. Donc généralement, on tournait entre minuit et 5 heures du matin, quand le métro était fermé. Et tout le monde me disait « Ah, mais ça devait être un tournage épouvantable, difficile, etc. » Et pour moi, c'était un an de rencontres extraordinaires. J'en garde un souvenir magnifique. Surtout que si j'avais envie de faire ce film, c'est que forcément, j'avais pas d'avis négatif sur la population, même positif. Je me dis, tiens, ça m'intéresse. Mais je me dis, j'avais des idées préconçues, qu'on le veuille ou non. Je me dis, bon, je vais rencontrer beaucoup de personnes fortement alcoolisées, qui vont être révoltées contre la société. Ça va être ça, les rencontres que je vais faire. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, j'ai rencontré des personnes passionnantes qui ont le temps de réfléchir, de regarder le monde. Et c'est vrai que, moi, j'adore. Je dis pas ça parce que j'ai réalisé le film, mais je trouve que c'est un film bouleversant parce que c'est des rencontres avec des gens, voilà, vraiment fantastiques. Et c'est vrai que moi, ça m'a transformé en qu'être humain aussi. Je me dis, mais j'aime bien le premier film que j'avais fait avec André Dussolier. C'était un thriller comédie assez marrant, un peu rigolo, genre Frères Cohen. Vous voyez, donc, mais je me dis, en fait, il faut, voilà, je me dis, il faut que je fasse des films qui parlent quand même du monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi, voilà, ce film qui s'appelle Au cœur du bois, où on est parti à la rencontre des personnes principalement trans, mais pas que, en fait, qui travaillent dans la prostitution au Bois de Boulogne. Parce que pareil, là aussi, souvent, on voit des sujets un peu sulfureux sur des chaînes un peu vous voyez ce que je veux dire. Et donc, et là, pareil, on a fait des rencontres fantastiques en prenant le temps de parler avec ces gens. Donc, c'est un film qui m'a bouleversé, moi aussi. Et puis, effectivement, là, au mois d'avril de cette année, j'ai sorti au cinéma un film qui s'appelle Les Vieux, où on a parcouru la France à la rencontre des personnes âgées aussi. Voilà un peu le parcours. Vous m'avez dit, moi j'ai bien aimé quand vous m'avez dit, ils me racontent leur histoire, mais ils recréent une histoire souvent. Oui, alors c'était très drôle parce que, alors l'idée au départ, c'était un monde que je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Sylvain, qui a fait les images du film, il avait photographié les gens de la rue déjà auparavant. Et d'ailleurs, je me dis, mais le truc bête, hein, on se dit, mais je ne sais pas comment les aborder. Et j'ai dit à Sylvain, mais comment est-ce que je vais les aborder? Il me dit, je ne sais pas, tu dis bonjour et tu discutes. Et en fait, c'est vrai que c'était extrêmement simple. Et c'est comme ça qu'on voulait faire le film. Enfin, le contact est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et donc vraiment, on a vraiment fait ce film où on se baladait tout seul. Mais au début, c'est vrai qu'on est allé voir le SAMU social, justement, des personnes qui nous ont un peu indiqué des personnes qu'ils connaissaient. Et je me souviens d'une dame qui était hyper bienveillante et qui voulait m'aider, qui m'a dit, mais monsieur Drexel, vous allez faire un film, vous allez voir, vous qui faites un documentaire, ce qui vous intéresse, c'est la vérité. Et donc, vous allez voir des gens qui ne vont pas forcément vous dire des choses vraies. Et j'ai dit, mais moi, si je vois une personne assise sur un trottoir qui me raconte quelque chose où tout le monde, manifestement, sait que c'est pas vrai, c'est une forme de vérité qui, pour moi, est beaucoup plus puissante que la vérité factuelle. Et bon, on le sait tous, hein, c'est que finalement, peut-être il se raconte une histoire, peut-être, mais on se raconte tous des histoires. C'est-à-dire que moi, on se présente tous d'une certaine manière, mais effectivement, pour moi, ce qui est important, c'est cette rencontre. Et puis aussi d'accepter si une personne veut dire quelque chose, je ne vais pas chercher à dire, mais attendez, c'est pas complètement vrai, peu importe. Pour moi, si la personne a envie de me dire ça, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Et c'est ce qu'on a mis dans le film aussi, sans chercher à. On n'a pas fait de fact-checking, quoi. Je vois plusieurs personnes qui hochent la tête, qui sont d'accord avec vos propos. Voilà. Julien Emmanueli, vous avez été co-auteur d'un super rapport qui s'appelle, au niveau de l'IGAS, qui s'appelle Lieu de vie et accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie. Vous parlez des grands précaires, vous les mentionnez. Vous parlez aussi des personnes handicapées vieillissantes. Merci. Oui, alors je suis en effet là au titre de ce rapport que j'ai coécrit avec des camarades de l'IGAS. Peut-être dire que ce qui a été dit par la directrice tout à l'heure est tout à fait important, c'est-à-dire qu'on a sous les yeux
un phénomène de croissance qui va devenir très important de la population des personnes âgées dépendantes. Et on l'a sous les yeux et on est comme, en tout cas moi c'est mon sentiment aussi après avoir fait ce rapport, comme un peu sidéré. C'est-à-dire que les acteurs de terrain savent bien ce qui va se passer. Ils n'ont pas forcément une vision claire, précise de ce qui va se passer parce qu'on va avoir les boomers, les enfants nés pendant le baby-boom qui deviennent des papy-boomers. Et donc, voilà, des augmentations très importantes de la population des personnes âgées. Hein, ça a été dit tout à l'heure, plus 16% en 2030, plus 30% d'ici 2040, plus 40% d'ici 2050. Parmi eux, 15 à 17% de personnes qui seront des personnes âgées avec des dépendances. Et la particularité, c'est que ça va se déployer sur le territoire de manière extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où voilà, il ne se passera pas grand-chose parce qu'il s'est déjà passé quelque chose, et puis d'autres où c'est à venir. Hein, on a des taux de gérontocroissance qui vont être très importants. On a des pyramides des âges qui font qu'on aura moins d'actifs. On a des équipements qui sont plus ou moins à la hauteur des besoins à venir. Et ça, c'est très compliqué pour les territoires. Ils sont confrontés à une situation qui est en train de se préciser. Alors, pour donner peut-être un peu de chair à ce que je viens de vous dire, et en rapport avec ce qu'a dit la directrice, moi j'ai été dans des départements, c'est beaucoup déplacé, on a été dans des départements où on a vu des situations de maintien à domicile, les gens tenaient à rester à domicile, ne voulaient pas de l'EHPAD, parce que l'EHPAD a aussi cette réputation, c'est un repoussoir, donc ils ne voulaient pas aller à l'EHPAD, et du coup ils acceptaient des choses qui étaient à mon avis inacceptables, c'est-à-dire qu'ils acceptaient d'être pris en charge, mais vraiment de façon dégradée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour venir, elles n'ont pas assez de moyens pour faire venir d'autres personnes, mais elles veulent rester, et puis elles finissent à l'hôpital, et puis à l'hôpital on ne les garde pas, et puis maintenant on ne prend plus les personnes âgées à l'hôpital comme ça, parce qu'ensuite on a du mal, pour un certain nombre d'entre elles, à les renvoyer chez elles. Donc en fait, on voit bien que tout le monde fait ce qu'il peut, mais c'est en grande tension. Et là, la gérontocroissance, la poussée démographique, ne faisait que commencer dans ce département-là. Donc on s'est dit, c'est pas possible. On était allé dans d'autres départements où on nous disait, bon, regardez les indicateurs, bon, finalement ils sont bien équipés, etc. Et puis on s'apercevait que de toute façon, il y avait des tensions très importantes sur l'offre, notamment les auxiliaires de vie qui interviennent à domicile. Et puis il faut, pour rester à domicile, avoir un aidant. Il faut, pour rester à domicile, avoir la possibilité de services autour de soi, des infirmiers, un médecin prescripteur. Souvent, à un certain niveau de dépendance et de besoin, il faut avoir soi-même des moyens pour aller au-delà du plan de l'APA, parce que ça coûte plus cher en besoin. Donc on se retrouve en plus avec une situation qui se traduit par des passages à l'hôpital, aux urgences, avec des pertes de chance, etc., etc. Donc une situation qui est vraiment très inquiétante et qui est difficile à appréhender parce que c'est très différent selon les territoires. Ce qu'on peut dire, alors je vous invite, si ça vous intéresse, à prendre connaissance de ce rapport, hein, qui s'appelle en effet « Lieu de vie, accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie », mais le sous-titre, c'est « Les défis de la politique domiciliaire ». Et on a trouvé, voilà, en gros, c'est se sentir chez soi où que l'on soit. On vise depuis des années l'idée d'un virage domiciliaire, c'est-à-dire on veut faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible chez eux, parce que c'est leur souhait, parce que voilà. Donc, mais finalement, ce qui se profile, c'est une forme de désinstitutionnalisation. L'idée, ce serait de faire en sorte moins d'admissions à l'EHPAD et plus de personnes qui restent à domicile. Mais entre les personnes qui vont arriver naturellement à l'âge de la vieillesse avec des problèmes de dépendance, et puis celles qui auraient pu aller à l'EHPAD, mais qu'on va faire, qui veulent rester chez elles, on va avoir des besoins qui vont être décuplés. Et on voit bien qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens suffisants, en tout cas ce à quoi nous on aboutit dans nos conclusions, on n'a pas les moyens suffisants de prendre en charge ces personnes. Donc il faut repenser un peu les choses et faire en sorte que voilà, le domicile, c'est une possibilité, mais on peut faire domicile ailleurs, hein. Il y a les résidences autonomie, il y a des EHPAD qu'il faut en effet rendre plus accueillants, que ce soit vraiment des lieux de vie, etc. Bon, je ne vous en dis pas plus, le rapport est en ligne et il y a surtout des annexes. Alors, dans les annexes, on a fait un truc sur l'EHPAD. On n'était pas sur l'EHPAD en particulier, hein, nous on cherchait à réfléchir à ce qu'étaient les alternatives à l'EHPAD quelque part, sachant que l'EHPAD peut être aussi une alternative à lui-même
s'il évolue comme il faudrait évoluer pour que les gens s'y sentent un peu chez eux. Et donc, on a fait un focus sur des publics qui sont des publics dont on ne parle pas toujours. À l'EHPAD, la moyenne d'arrivée à l'EHPAD, c'est 85 ans, bon, enfin 80-85 ans. Bon, voilà, ces gens ont des problèmes de dépendance, ils ont des morbidités, des maladies associées. Mais nous, on a vu, et on l'a vu aussi à travers les données de l'adresse, tout ce qu'on a pu retrouver, on voit qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes et qui ont des profils qui sont de 3 types. Des grands précaires, des gens qui viennent de la rue, qui ont vieilli et qu'aujourd'hui, il faut bien accueillir dans les structures. Le Covid a joué un rôle très important. Malheureusement, il y a eu des effets, comme on dit, de moisson, des gens qui sont morts sans avoir pu aller à l'EHPAD alors qu'ils auraient pu y aller. Et puis ceux qui étaient à l'EHPAD aussi sont morts. Bref, il s'est libéré des places. Et dans certains endroits, on a accueilli des gens pour justement, dans la politique des taux d'occupation, on a accueilli des gens qu'on n'accueillait pas avant. Donc il y a ces gens-là. La deuxième catégorie de personnes à laquelle je pense, c'est des personnes qui viennent tout droit de la filière psychiatrique et qui vieillissent et qui se retrouvent là et qui posent des problèmes très particuliers. Et puis la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les personnes handicapées vieillissantes. Et ces personnes-là, il y en a de plus en plus qui sont en EHPAD. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui estime qu'il pourrait être 40 000, ça pourrait être 40 000. Et parmi elles, il y a des personnes qui ont évidemment des troubles psychiatriques, neuropsychiatriques. Ce qui est marquant, c'est que partout où on est allé, on a entendu parler de ces populations. Alors, je vais plutôt parler des précaires, mais je dirais un mot des personnes qui ont des troubles psy, parce qu'elles ont en commun d'avoir quand même... d'appeler des modes de prise en charge un peu différents de ceux qu'on propose habituellement en EHPAD. Et c'est pour ça que c'est un défi. C'est un défi parce que, elles peuvent être accueillies en EHPAD, elles peuvent être aussi peut-être accueillies ailleurs, hein, c'est aussi quelque chose à creuser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont plus jeunes, ces personnes-là, et elles ont, par exemple, pour les personnes qui viennent de la rue, elles n'ont pas le code, elles fonctionnent différemment, et ça peut faire, comment dirais-je, ça peut frictionner, pour le dire de façon un peu euphémisée, avec des résidents qui sont Alzheimer, qui sont très âgés, très fragiles. Ça peut poser aussi des problèmes pour les personnes qui s'en occupent, parce qu'elles ne sont pas formées à ça. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Les EHPAD, c'est médicalisé à minima, hein, je veux dire. Et puis on fait plutôt de l'accompagnement médico-social que de la psychiatrie, alors qu'il y a vraiment un problème de psychiatrie. Donc c'est là aussi un défi dans le défi, parce que ces gens-là vont aussi augmenter en volume. Alors dans le rapport, on dit qu'il faut absolument qu'on consacre un travail, c'est une de nos recommandations, à ces populations-là. Il faut qu'on en sache un peu plus. Qui sont-elles? Ce qu'on voit, c'est que même si on peut le démontrer, ça augmente. Ça augmente en volume et on va être obligé à un moment donné de réfléchir à la manière dont on peut accueillir ces personnes-là dans des conditions correctes pour elles et correctes pour l'environnement. Mais c'est vrai que j'ai été très surpris d'entendre des personnes qui les accueillaient dans certains EHPAD où on a été, qui disaient c'est peut-être les personnes les plus difficiles à prendre en charge pour nous parce qu'elles posent des problèmes très spécifiques, on n'est pas outillés. Elles peuvent être violentes, agressives, voilà. Bon, alors ça c'est le côté négatif. On vous dira forcément des choses plus positives, et il y en a. J'en ai beaucoup à apprendre de ces personnes-là, mais c'est quelque chose qui se voit aujourd'hui. Et puis il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a des allers-retours entre ces deux mondes, hein, que ce sont la rue et l'EHPAD. Et moi, j'ai demandé à ce que, on verra bien si c'est possible ou pas, mais à ce qu'on s'intéresse aux populations à la rue qui vieillissent. Parce qu'il y a l'EHPAD, mais il y a aussi l'hôpital psychiatrique, et puis il y a les liens entre ces différents, comment dirais-je, environnements. Donc, ce qu'on dit, et je finis là-dessus, c'est que c'est un phénomène durable qui est susceptible d'augmenter avec la précarisation des conditions de vie, les risques de désaffiliation sociale. Et ça correspond bien à ce que nous disent certaines associations. En tout cas, il y a des rapports d'associations qui disent que
il y a des vieillissements prématurés qui s'observent beaucoup plus qu'avant, et donc des gens qui sont personnes âgées, des personnes à la rue qui vieillissent et pour lesquelles il faut trouver des solutions un peu adaptées. Ces personnes-là, il faut savoir que puisqu'elles sont plus jeunes, elles vont rester beaucoup plus longtemps à l'EHPAD quand on va les accueillir. C'est pas 3 ans, ça va être 7, 10 ans, enfin bref. Donc ça modifie complètement le paradigme habituel. On doit aussi prendre en compte le fait que ces publics-là sont des publics qu'il faut pouvoir accueillir avec leurs spécificités. Ça peut être l'EHPAD, mais ça peut être d'autres endroits, hein. Il y a des choses qui doivent être réfléchies. C'est à ça qu'on invite, bon, alors sous forme de recommandations, bien sûr. Et pour finir, la question de la psychiatrie, elle est très importante parce que ces publics-là, ils ont en commun souvent d'avoir des problèmes psychiatriques pour lesquels il faut quand même qu'on puisse avoir de la ressource. Or, même s'il existe des équipes mobiles qui se déplacent, malheureusement, elles ne sont pas suffisamment fournies. C'est compliqué en plus d'arriver à l'EHPAD, essayer de former des personnels qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne vont pas rester. Donc, il y a plein de défis dans le défi, si j'ose dire. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens là, des différentes interventions, c'est que travailler autour de la précarité, c'est une belle aventure, la côtoyer, hein, et ça fait grandir. Et je crois que M. Delarue, il est convaincu de ça aussi. Et puis, même si c'est compliqué, on peut avoir des moyens, on peut réfléchir ensemble, et puis il faut oser réfléchir et oser trouver des stratégies, quoi, quelque part. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il y a quand même des questions. Des commentaires? Bonjour, je suis docteur Duros, je suis gériatre à Auxerre. J'ai eu l'occasion de rencontrer Xavier Emmanueli en ouvrant un centre de santé précarité avec des retraités bénévoles. La question que je voulais poser, juste du fait de ma position, je suis gériatre et ancien généraliste, et dans la précarité, dans le domaine dont je m'occupe, on a surtout affaire à une précarité moyenne, puisqu'on travaille avec des acteurs sociaux nombreux qui repèrent les gens qui sont précaires. Et donc les invisibles, on les voit très peu, et les gens qui sont dans la rue n'arrivent pas forcément en EHPAD assez facilement. Enfin, en tous les cas, dans Lyon, c'est un peu difficile. Et la grande difficulté qu'on rencontre, en tous les cas, c'est le refus, voire le rejet, pour des gens qui ont un dossier qui n'est pas conforme au dossier standard. Et on voit des EHPAD qui refoulent les dossiers parce qu'il n'y a pas le revenu, parce qu'il y a une dérogation, parce qu'il y a des tas d'éléments qui sont des contraintes, en tous les cas. Et j'ai un nombre de situations dans la tête, en tous les cas, qui font que la problématique est une problématique administrative supérieure et avec des intérêts particuliers des EHPAD qui se refoulent des dossiers. Et donc, dans cette grande situation qui n'est que la précarité, avec en particulier des femmes veuves qui ont un revenu de 800 € par mois, et déjà ça pose problème. Alors vous pensez bien que la grande précarité, ou alors des gens qui sont dans un milieu carcéral ou dans un milieu de psychiatrie depuis... J'ai vu il y a 2 jours une dame qui est en milieu fermé psychiatrique depuis 2 ans, en train d'attendre une place en EHPAD, alors que je l'ai vu qu'elle a une démence sympathique et gentille, et je ne vois pas comment c'est possible de pouvoir rester dans le milieu quasi-carcéral psychiatrique parce qu'on n'a pas trouvé la solution pour le stade naturel de l'EHPAD qui serait resocialisant et sympathique. Tu sais, je connais bien ce problème d'ajuster les gens à l'institution. Il faut faire des efforts. C'est-à-dire rendre conformes les gens à la case dans laquelle ils sont censés rentrer. C'est l'esprit et la lettre. Si tu suis à la lettre l'institution, ils resteront toujours dehors. Si tu interprètes, on peut les faire rentrer. Mais il y a quelque chose qui ne s'apprend pas.
c'est forcer la porte. C'est rentrer quand même. C'est-à-dire faire le pas de côté. Se débrouiller pour bousculer. Autrement, si on reste dans le cadre strict, ça sera fermé. De dire, il faut oser transgresser, ça ne s'apprend pas ça. Il faut oser transgresser parce que les intérêts de mon malade sont plus puissants que les intérêts de l'institution. Et tu le sais bien. Et donc, ce n'est pas dans une assemblée comme ici de dire il faut forcer la porte. Je me rappelais au début du SAMU social, quand les gens avaient un problème médical à la rue, je disais à l'infirmière qui était dans le camion, vous remettez, vous allez aux urgences, mais vous remettez entre les mains du médecin, vous attendez le médecin. S'il n'est pas là, ben, ça ne fait rien. Vous attendez avec votre malade et vous ne repartez que quand c'est entre les mains du médecin. Ça s'appelle, jusqu'à ce que j'ai la réponse, je couche sur le paillasson, mais j'aurai une réponse. Pardon de dire ça comme ça, mais les institutions sont conservatrices, c'est déjà pas mal. Et elles font ce qu'elles peuvent, parce qu'on manque de moyens, donc elles restreignent. C'est une lutte, c'est une embrouille. Et à mon avis, il faut savoir transgresser. Je peux bonjour, je voudrais juste intervenir au regard des interventions de monsieur dont j'ai oublié le nom qui vient juste d'intervenir au sujet des EHPAD. Je suis toujours un peu étonnée que les EHPAD soient quand même un peu le viseur qu'on essaye d'atteindre. Il n'y a pas besoin de forcer nos portes. Nos portes ne sont pas fermées, les miennes ne sont pas fermées, mes portes sont grandes ouvertes. Nous avons accueilli, et pourtant nous sommes un vilain privé lucratif dit commercial, encore plus dans la cible, boum, en plein centre. Ces 2 dernières années, nous avons accueilli 2 personnes de la rue, un homme, une femme, chacun venant d'un foyer, l'un du SAMU social, d'autres un foyer pour femmes à la rue. Ce sont des personnes pour qui nous avons trouvé des solutions, y compris financières, effectivement, parce que oui, c'est une réalité. Néanmoins, il n'y a pas besoin de dormir sur le paillasson et de faire du forcing. Il y a juste besoin de nous contacter, de nous solliciter et de ne pas nous refiler le bébé. En fait, c'est juste ça l'histoire. On ne peut pas se dire, tiens, l'EHPAD de quartier, on lui refile le bébé sans protection juridique, sans référent familial. Et en gros, l'EHPAD, pardonnez-moi ma vulgarité, démerdez-vous. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il manque du lien, il manque du liant. Quand nous sommes contactés, j'ai été contactée cette semaine par une assistante sociale qui me dit, voilà, on veut visiter. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de mise sous protection juridique, on vous la confie et vous mettrez en branle tout cela. Non, ça n'est pas possible, on ne peut pas faire, on n'a pas d'assistante sociale. En revanche, je voudrais dire que nos portes sont ouvertes, si toutefois il y a du lien, qu'il y a du liant. Et vraiment, je regrette toutes ces rencontres où nous sommes conviés, nous, les EHPAD, et où finalement on devient la cible. Ça devient insupportable, je suis désolée de le dire, et en plus je vous le dis avec de l'émotion, parce que véritablement, c'est pénible. Voilà, donc les EHPAD ne sont pas de vilaines institutions où on ne cherche qu'à faire du fric. Non, notre cœur de métier, c'est pas celui-là. Notre cœur de métier, c'est d'accueillir des personnes dites âgées, peu importe le profil, peu importe le parcours, à condition qu'on se mette tous autour de la table et qu'on soit capable effectivement de convenablement accueillir ceux pour qui on nous sollicite. Voilà, mais je voudrais juste qu'on arrête d'être la cible. C'est insupportable. Même si au demeurant, j'ai dit à ma collègue de gauche que M. Emmanueli m'inspirait le respect dans tout ce qu'il était en train de dire, que vous, monsieur le réalisateur, vous m'inspirez le respect également. Mais il y a des choses qui me heurtent, et je suis navrée de le dire, mais il faut quand même que ça sorte à un moment donné. Et je ne suis pas certaine d'être la seule directrice d'EHPAD présente aujourd'hui qui est un peu remuée par ce qu'elle entend quand même. Je pense que vous parliez de cet Emmanueli-là. Ouais. Alors, moi, je vais simplement dire que, bon, d'abord,
je pense que, en tout cas, nous, dans notre rapport, on n'a pas de... Justement, on constate qu'il y a une représentation autour de l'EHPAD et qui est malheureuse, et c'est aussi quelque chose à travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième, là où je vous rejoins... Conviez-vous... non, mais je n'ai pas fait des rencontres. Je n'ai pas organisé des... Non, mais quand on fait... Mais on a rencontré des EHPAD, on s'est déplacé, si vous voulez. Mais de toute façon, nous, dans notre rapport, c'est pas ce qu'on écrit, ce que vous dites. Hein. Ce qu'on dit, c'est simplement que la question, c'est pas où le domicile ou l'EHPAD, c'est plein de solutions qu'il va falloir travailler. Et ça suppose aussi qu'on prenne conscience du fait que c'est devant nous. Hein, ce que disait la directrice tout à l'heure, c'est qu'on a le sentiment qu'on sait qu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées dépendantes avec des besoins qui seront notamment l'EHPAD, mais ça peut être aussi la résidence autonomie, ça peut être aussi des habitats inclusifs. Il faut penser tout ça. Et c'est ça qu'on dit. Notre rapport, il ne dit pas autre chose. Donc ensuite, là où je pense que vous avez raison d'insister, c'est que, et on le voit bien, c'est qu'il manque souvent des interfaçages entre les différents acteurs, du sanitaire et du médico-social et du social. Et ça, par exemple, pour le retour d'une personne qui est hospitalisée, souvent ce qui fait la différence, c'est comment dirais-je, ou qui se présente aux urgences, c'est la personne, c'est l'assistante sociale, c'est la personne qui peut mettre en relation les uns et les autres. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas toujours, ou en tout cas toujours en temps suffisant. Et donc ça, c'est un problème, par exemple, à l'hôpital. Donc, mais ça peut se rendre. Vous avez des dispositifs qui sont censés faire de la coordination, les DAC, par exemple. Bon, il y en a qui marchent bien, d'autres qui pourraient marcher mieux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, à mon avis, je dirais, identifié, hein, le sujet que vous évoquez. Voilà. Il y a la mission Interface aussi, hein, dont Thomas Baud est là et qui est vraiment un soutien pour l'accueil aux EHPAD. Il y a beaucoup d'EHPAD qui accueillent des grands précaires. Hein. On a dit 212 dans le rapport SEMCA, ce qui est quand même colossal, avec des EHPAD qui en accueillent une ou deux, puis d'autres jusqu'à 70. Donc, ouais, c'est une réalité. C'est pas facile, c'est compliqué, parce qu'on ne connaît pas ce public. Mais avec l'accompagnement, je pense qu'on y arrive. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour faire avancer les choses, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, moi, c'est une réflexion par rapport à ce qu'a exprimé une collègue d'EHPAD. Moi, je suis assistante sociale en EHPAD public dans les Yvelines. Et en fait, c'est vrai que... Alors, nous, on accueille des personnes sans domicile fixe. On a eu un monsieur qu'on a accueilli récemment au mois d'août. On accueille des personnes avec des problématiques psychiatriques. Et on accueille aussi des personnes, des PHV, des personnes handicapées vieillissantes. Donc, on a vraiment un profil de personnes qu'on accueille. Après, la difficulté, je comprends bien ce que dit madame, c'est vrai que souvent, la difficulté qu'on a, c'est le travail qu'on peut faire avec les différents intervenants pour arriver à accueillir ces personnes-là. Parce que souvent, on est en difficulté, c'est-à-dire qu'on reçoit les personnes. Et l'aspect financier, malheureusement, fait partie, qu'on soit établissement privé, je tiens à le préciser, ou établissement public, hein, parce que c'est pas parce qu'on est un établissement public que l'argent ne doit pas rentrer dans l'établissement. Parce qu'à un moment donné, les financements, ils se font aussi par ce biais-là, donc on n'est pas plus, j'allais dire, c'est pas plus facile. Mais simplement, je voulais dire, oui, en effet, que tout à fait, on peut travailler en lien. La seule chose, c'est comme disait la collègue, c'est qu'il faut que ce soit transparent. Et c'est vrai que quand on a un travail de lien avec les travailleurs sociaux des hôpitaux publics, avec les collègues du secteur, des SSR, etc., tant que c'est transparent, il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est quand on essaye de nous obliger à prendre des gens sans nous dire les choses clairement. Et c'est ça qui est plus compliqué. Donc je comprends sa difficulté, je comprends un peu son mécontentement de se dire on est un EHPAD, on refuse tout le monde. Non, on prend des gens qui sont en grande difficulté de précarité et on le fait régulièrement. Oui, bonjour, je suis Isabelle Bilger, je suis sous-directrice de l'autonomie à la ville de Paris et à la fois donc compétences départementales, mais là je parlerai en tant que gestionnaire des 15 EHPAD publics de la ville de Paris et puis aussi des 23 résidences autonomie. On a beaucoup de directeurs d'EHPAD qui sont dans la salle et un témoignera tout à l'heure. Je voulais dire que tous les axes du débat sont posés là, ce matin par votre intervention. Nous, on prend une grande part d'accueil des grands précaires dans nos établissements. On le fait
Et on est en capacité d'identifier les conditions du succès, mais aussi un peu les conditions des difficultés fortes qui se font jour dans l'accueil de ces personnes. Les conditions du succès, et j'imagine on le détaillera toute la journée, c'est des profils particuliers de professionnels, un étayage vraiment à l'intérieur de l'EHPAD très professionnalisé et avec des compétences spécifiques, d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux, des formations très pointues en direction des professionnels de l'EHPAD. Donc il faut un étayage à l'intérieur et puis il faut surtout et également un étayage de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on joue le jeu, et on le joue beaucoup, et madame vous en témoignez, de prendre des personnes qui viennent de l'extérieur, de l'hôpital psychiatrique, souvent des jeunes qu'on prend, et on sait qu'on les gardera 15, 20 ans, eh bien, si on joue le jeu, il faut qu'on ait aussi un étayage à l'extérieur de la psychiatrie, hospitalière ou ambulatoire, qui nous aide, parce qu'ensuite, sinon, les professionnels, ils sont très, très en difficulté pour pouvoir gérer cette cohabitation, comme vous le disiez, monsieur Emmanueli. Donc ça, c'est les deux conditions du succès. Et donc, je voudrais dire que ça a un coût, en fait, qui n'est pas actuellement envisagé par les maquettes de financement actuelles, tant à l'hôpital que dans les EHPAD. Et vraiment, il faut qu'on avance sur cette inventivité à la fois organisationnelle mais budgétaire, parce que sinon, ça sera compliqué. Et je voulais aussi signaler un deuxième point qu'on ne voit pas dans les EHPAD ni dans les résidences autonomie, parce qu'on ne peut pas accueillir les personnes qui sont sans titre de séjour. Et donc, il y a quand même un énorme angle mort pour l'accueil de ces personnes qui bloquent aussi l'hôpital, puisque l'hôpital et ces fameux bed bloqueurs, en fait, ils sont souvent en difficulté d'orientation parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Et vous le savez, ils ne peuvent pas venir donc en EHPAD ni en résidence autonomie. Il faut qu'on trouve un système un peu plus massif que ce qui existe actuellement et qui ne répond pas aux enjeux. Des structures qui sont de type... alors évidemment, il y a les CHRS qui jouent un grand rôle, mais les LAM, les LHSS qui n'ont pas de conditions de régularité au séjour, je pense qu'il faudrait envisager de les développer, si c'est possible, de les spécialiser sur les personnes âgées pour qu'on ait aussi une réponse pour ces gens-là, parce que sinon, on est un peu bloqué là actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Stéphanie Talbot, directrice de l'autonomie. Je voulais juste répondre, complètement d'accord avec Isabelle Bilger. Et c'est pour cela, justement, que l'ARS a sorti, à titre expérimental, un appel à projet sur les LAM pour accueillir des personnes âgées en situation irrégulière. Donc l'appel à projet vient d'être remporté. Maintenant, il va falloir trouver du foncier pour le monter. Et voilà. Et l'idée, en fait, comme on était dans l'incapacité de pouvoir financer des places d'EHPAD pour ces personnes qui sont en situation irrégulière, sans revenus leur permettant de payer un tarif hébergement et inéligibles à l'aide sociale à l'hébergement. Notre façon d'essayer de faire quelque chose pour eux, c'est de développer un LAM spécialisé pour l'accueil des personnes précaires en situation irrégulière, auquel on rajoute des financements sur le fonds d'intervention, le FIR, justement pour aider le LAM à accompagner pour lui ce public spécifique dans le sens où il est âgé, parce que le LAM est habitué à accueillir des personnes précaires en situation irrégulière, mais généralement elles sont beaucoup plus jeunes et pas âgées, et donc il y a aussi des questions d'éthique. Il n'y a pas de raison de les accueillir il y a l'éthique, l'accompagnement aux soins spécifiques aux personnes âgées, l'accompagnement aussi avec des activités spécifiques, puisqu'on n'occupe pas une personne jeune et une personne âgée de la même façon. Et je ne sais pas si ce sera... c'est presque par défaut qu'on a fait ça. C'est en voyant le nombre de personnes
âgés, bêtes-bloqueurs qui finissent à l'hôpital, qu'on ne peut pas sortir parce qu'ils sont en situation irrégulière, et malgré les travaux des assistantes sociales, on n'arrive pas à leur donner des papiers, tout simplement aussi parce que quelquefois, mais en fait on ne sait même pas d'où ils viennent, ils sont aussi, ils ont des troubles cognitifs, ils ont oublié qui ils étaient, ils ont toutes les problématiques des personnes à la rue, donc on n'arrive même pas à reconstituer un dossier administratif. Et je pense que vous savez mieux que nous comment ça se passe pour ces personnes. Donc j'espère que, alors ce sont qu'une 20aine ou 25 places, je crois. Notre objectif, c'est de mettre en place ce dispositif et de l'évaluer et de montrer à l'État, aux financeurs, aux décideurs, que c'est moins cher d'accompagner ces personnes dignement dans quelque chose qui soit adapté, que les laisser dans un lit d'hôpital qui coûte extrêmement cher. Et donc essayer de faire prendre conscience à tout le monde que cette qualité, qu'on ne peut pas les oublier, que ces personnes sont là, sont sur le territoire, ont parfois travaillé pendant des années, ont un parcours un peu cabossé, et on ne peut pas les oublier et faire comme si elles n'existaient pas. En fait, généralement, ce ne sont pas des primo-arrivants, ces personnes âgées en grande précarité irrégulière. Simplement, trois choses. En tout cas, pour ce qui est de ces publics-là, on recommande bien, nous, dans notre rapport, tout ce qu'on peut faire, c'est il faut faire un focus pour savoir quelles sont les problématiques qui se posent. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au fond des choses sur ces questions-là, mais c'est quelque chose qu'il faut documenter. La deuxième chose, ça a été dit par Mme Bilguer, c'est en effet très important pour pouvoir faire face à ces profils nouveaux et de plus en plus fréquents, c'est former et équiper. Donc en fait, c'est des nouveaux besoins et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et nous, on a vu des équipes mobiles extrêmement dévouées, mais qui n'avaient pas les moyens d'aller partout. Elles savaient très bien qu'il y avait une partie du travail qu'elles ne pouvaient pas faire, etc. Donc c'est quelque chose qu'on pointe. Et la troisième chose, ça me semble très important, c'est que ce sujet-là, il doit être appréhendé de manière systémique. Là, on l'a fait de façon prospective. On a essayé de montrer qu'en se projetant dans le temps, si on ne bougeait pas, on allait avoir de gros problèmes. Mais en plus, qu'il ne faut pas simplement regarder le social, le médico-social, et puis le sanitaire à côté. C'est que tout est communicant. Et que ce que vous ne faites pas dans le médico-social, au bout d'un moment, ça finit à l'hôpital. À l'hôpital, et pour le plus, si j'ose dire, le plus grand malheur, il y a des hospitalisations et des passages aux urgences qui sont évitables, on le sait. C'est simplement qu'il y a du déficit de ressources d'amont, notamment médicales et paramédicales. Mais une fois que les gens arrivent aux urgences, pour la moitié d'entre elles, quasiment, ces personnes âgées et dépendantes vont en effet être hospitalisées. L'hôpital n'est pas, à mon avis, prêt à faire face, parce que quelqu'un l'a dit, mais on le sait, c'est que pour l'instant, on est dans le creux, mais à un moment donné, tout ça va s'accélérer. Et c'est vrai que les prises en charge, on le dit, c'est beaucoup plus coûteux. Et pour les personnes, parce qu'elles n'ont pas intérêt à rester trop longtemps à l'hôpital, et pour les structures, c'est beaucoup plus coûteux. Et pour les soignants, bien sûr. Non, mais tout le monde y perd. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on voit qu'il y a un lien organique entre le médico-social et le sanitaire. Certes, c'est deux mondes qui ont du mal à se parler, mais là, il va falloir faire un effort parce que sinon, pour l'hôpital, ça va être aussi une charge très importante. Voilà. Donc, tout est lié. C'est au moins quelque chose qu'on a réussi à documenter.